Bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints. Je me présente rapidement, je suis Rachel Rolla, directrice commerciale chez B-Workshop. Et aujourd'hui, le webinaire est orienté sur le sujet de la TMA, donc un sujet qui me tient à cœur puisque j'ai passé quelques temps avant de laisser la main à Elodie. Donc aujourd'hui, on va essayer de vous présenter un peu les atouts de la TMA, l'ensemble de nos services qui vont autour de la TMA, et puis un petit peu comment on adapte nos TMA sur mesure en fonction des besoins de nos clients. Donc aujourd'hui, c'est Elodie Dordogne qui va animer ce webinaire et vous présenter un petit peu toute l'activité qui va de pair. Amine nous fera part de son expérience au sein du plateau de TMA, puisqu'il est ingénieur de maintenance au sein de l'équipe dédiée. Et puis, on a le plaisir aussi d'accueillir Jean-Michel aujourd'hui, qui est notre client TMA depuis un petit moment maintenant, je dirais 5 ans à peu près, et qui fait partie du groupe Reden, historiquement groupe d'OSI, et avec qui on travaille au quotidien sur notre plateau de TMA. Donc voilà, à l'ordre du jour, c'est un petit peu des généralités sur qu'est-ce qu'une TMA, quels sont les intérêts, ce que vous pouvez en attendre. Jean-Michel nous fera son témoignage et expliquera comment on travaille ensemble. Et puis on insistera sur l'accompagnement sur mesure. Donc vous verrez qu'une TMA, il n'y a pas une définition, mais il y en a plusieurs. Et enfin, Amine nous expliquera une journée type sur le plateau de TMA. Donc voilà, je laisse la main à Elodie pour la suite. Ok, d'abord, ouvre le dossier. Tu vois le document? Oui. Bon, alors lance-le. Ça marche pas. Mais comment ça? T'es bien sur le bureau? Oui, je suis bien sur le bureau. Bon, ferme la fenêtre et on recommence. Voilà, c'est une petite vidéo pour vous faire un peu sourire, puisque quand on pense externalisation des fonctions support, on pense tout de suite au support informatique et toutes les situations cocasses qui peuvent en découler. Mais après l'informatique, il y a d'autres fonctions qui sont de plus en plus externalisées. Et aujourd'hui, nous allons vous parler de la TMA, qui est l'externalisation de la gestion des systèmes d'information. Donc la première partie, elle est un peu théorique. Évidemment, chez B-Workshop, nous, on propose une TMA pour l'ERP NetSuite et JDE. Donc tous les exemples qu'on va donner, c'est un peu plus sur ces applications, mais les principes sont valables pour toutes les applications. Qu'est-ce qu'une TMA? TMA, ça veut dire tierce maintenance applicative, et c'est l'externalisation totale ou partielle de la maintenance des applications d'une entreprise à un prestataire tiers. Donc, il y a un contrat qui est reconduit tacitement tous les ans. Et dans le cadre de ce contrat, le client peut passer des demandes à son prestataire. Donc, les grands types de demandes, ce sont les demandes d'anomalie. C'est des incidents, il y a quelque chose qui fonctionnait avant et qui ne fonctionne plus. Alors là, le client attend du prestataire une réactivité extrême. Il y a des SLA qui sont définis dans le contrat. Donc, SLA, ça veut dire Service Level Agreement. Et en fonction de la priorité de l'anomalie, on va répondre plus ou moins vite. Donc, priorité 1, faut que le client réponde très très vite. Ça veut dire que la production est arrêtée ou le camion ne peut pas partir sans bon de livraison ou tous les utilisateurs ne peuvent pas travailler. Après, il y a une priorité 2 où ça va être un peu moins urgent. Ça peut être une priorité 1 qui est downgradée en priorité 2 puisqu'une solution de contournement a été trouvée, ou c'est un process pas critique qui est impacté, ou moins d'utilisateurs. Et priorité 3, c'est une demande d'anomalie. Ça ne marche pas, mais ça impacte qu'un utilisateur ou un process peu stratégique. Donc, à côté de toutes ces demandes d'anomalie où vraiment là, il faut répondre vite, il y a les demandes de support. C'est une demande d'accompagnement utilisateur qui concerne ni une anomalie ni une demande d'évolution. Donc là aussi, on essaye de travailler avec les clients parce que ça peut ne pas être une anomalie, mais le client peut en avoir besoin rapidement. Après, il y a tout ce qui est maintenance. Par exemple, pour NetSuite, il y a des releases assez régulièrement.
Donc, le client peut demander à son prestataire un accompagnement pour ses releases. Donc, qu'est-ce qu'elles impactent, de lui présenter les impacts, de faire les tests. Et voilà. Et après, il y a toute la partie maintenance évolutive. C'est normal dans le cadre d'une application, enfin dans le cadre de la vie de l'entreprise, d'avoir des besoins qui évoluent, de nouveaux besoins. Et il faut que l'application puisse suivre. Donc le prestataire peut aider le client à avoir les nouvelles évolutions dans son outil. Le client apportera ses best practices, c'est-à-dire qu'on va toujours commencer par faire une spécification, des fiches de test pour aussi bien tester la nouvelle solution, mais tester aussi que ça n'impacte pas ce qui fonctionnait déjà, donc les tests de régression. Donc voilà tous les types de demandes que le client va faire dans le cadre de son contrat à son prestataire TMA. À côté de ça, il y a forcément un pilotage qui est associé, donc quelqu'un chez le prestataire qui va s'assurer que les SLA sont bien respectés, le budget est maîtrisé, présenter les KPI au client, etc. Donc, les différentes étapes d'un projet TMA, la première phase, c'est la phase d'initialisation, la prise en main. C'est une phase assez importante puisque c'est là qu'on va définir avec le client quel est le périmètre, dans quel but l'entreprise a fait appel à la TMA. On va aussi lui demander est-ce qu'il y a des spécifiques sur son application. Évidemment, le prestataire a des ressources spécialisées sur l'outil avec un bon niveau d'expertise, mais ils connaissent le standard, ils ne connaissent pas forcément tous les spécifiques pour le nouveau client. Est-ce qu'ils sont documentés ou pas, etc. Et aussi, très important, on va définir la manière de travailler ensemble. Qui sont les contacts, aussi bien chez le client que chez le prestataire, quel est le flux de communication, comment on doit répondre au client, est-ce qu'on passe par le contact qui nous a rapporté la demande, est-ce qu'on le dialogue directement avec l'utilisateur final, est-ce qu'on prend le téléphone, est-ce qu'on répond par email, est-ce qu'on utilise l'outil de ticketing client ou celui du prestataire. Enfin, tout ça, ce sont des choses qu'il faut définir et bien définir dès le début. Alors au début, ça va demander des points réguliers avec le client. Inutile de dire que l'étape de prise en main est fortement réduite si le client avait déjà un projet en cours avec le prestataire. Et donc, c'est le prestataire qui va faire cette passation en interne entre ses équipes projet et ses équipes support. Après, la deuxième phase, c'est la maintenance. Donc, c'est ce qu'on appelle le rythme de croisière. Hein. Tout va bien, les points sont plus espacés. Alors, attention, hein, ça ne veut pas dire que le client n'a plus besoin de se soucier de son système d'information. Non, ça reste, la TMA, ça reste un partenariat entre le client et le prestataire. Et le client doit quand même prévoir de la visibilité, de la disponibilité. Pardon. Et la dernière phase, c'est la phase de réversibilité. Alors, c'est si le client décide de changer de prestataire ou de gérer la maintenance en interne. Donc là, on ne peut pas trop vous en parler parce que heureusement, voilà, nos clients sont satisfaits et ne reprennent pas ça en interne ou le donnent à quelqu'un d'autre. Mais c'est une phase dans laquelle il faut penser au début, au moment de la signature d'un contrat TMA. Donc les avantages sont nombreux, aussi bien au niveau de la DSI que pour les équipes internes que pour les utilisateurs finaux. Le plus gros avantage, c'est quand même l'expertise. Le prestataire tiers, il ne fait que ça. Il a pu recruter une personne au bon profil, il a pu continuer à les former, il se tient informé des nouveautés, il a les bons outils, les bonnes pratiques et en plus, il a une vision objective. Il peut conseiller sur les solutions choisies. Donc, c'est très difficile de maintenir ces compétences en interne et c'est aussi très coûteux. Mine de rien, la TMA peut réduire le coût de maintenance des entreprises pour 3 raisons déjà, parce que toute ressource qui travaille sur cette maintenance, ça a un coût fixe, hein, si c'est un salaire mensuel, tandis que la demande fluctue en général. Suivant la vie du projet, il y a de moins en moins de demandes, donc normalement les factures vont diminuer s'il n'y a pas de nouvelles évolutions qui arrivent. Ensuite, parce que ça leur donne une meilleure visibilité. Est-ce que quand la maintenance est en interne, c'est très dur pour les DSI d'avoir exactement la bonne vision de
combien ça me coûte de résoudre toutes les anomalies qui arrivent chaque mois, combien ça me coûte toutes les demandes d'évolution. Tandis que le prestataire externe va régulièrement, tous les mois ou tous les trimestres, ce qui a été convenu dans le contrat, présenter les KPI, présenter exactement combien la partie correction coûte, combien la partie évolution coûte. Et qui dit visibilité dit maîtrise des coûts. Et la troisième partie, c'est aussi ça a forcé le client à structurer son organisation et à prioriser. On lui demande de centraliser les demandes, de les valider. Donc ça, souvent, le client va se rendre compte, j'ai telle demande sur tel site, ça existe déjà sur un autre site, donc il n'y a pas besoin de changer quoi que ce soit, on va juste faire une petite formation, ou ça, c'est une demande qu'on ne veut pas maintenant, etc. Donc le fait de le forcer à centraliser et à prioriser, toutes les demandes, des fois, ne sont pas bonnes à faire. Donc ça aussi, ça fait faire des économies. Donc tout ça, ça s'ajoute à l'amélioration de la satisfaction en interne des équipes, puisque les utilisateurs, normalement, vu le niveau d'expertise, reçoivent un meilleur service et les équipes internes sont débarrassées des tâches un peu moins stimulantes que sont le support au jour le jour et ont une meilleure motivation. Donc pour les usagers finaux, ils ont une meilleure disponibilité du support. C'est très dur pour une PME d'avoir toujours quelqu'un de disponible. Il y a forcément des périodes de congé, des périodes de formation. Des fois, je dois travailler sur un projet et je ne peux pas être aussi disponible que d'autres fois pour faire le support aux utilisateurs. Donc là, normalement, l'utilisateur final, il a tout le temps le même niveau de support. Et ce niveau de service est connu, il est mis dans le contrat et ils sont respectés. Donc ça, c'est très bien pour les usagers finaux. Et pour tout ce qui est équipe interne, justement, il se libère de cette tâche fastidieuse qui est de tout le temps vérifier est-ce que j'ai un ticket urgent, est-ce que je dois absolument résoudre le problème d'une personne au lieu de me concentrer sur mon travail. Donc, ça leur permet de se concentrer sur leur cœur de métier et d'être plus disponible pour des tâches à vraie valeur ajoutée. Voilà, c'est fini pour la partie théorique, vous avez survécu. Je vais passer la parole à Jean-Michel, qui a été notre premier client TMA chez BeWorkshop il y a un peu plus de 5 ans. Donc, il va vous expliquer en pratique comment toutes ces étapes ont été faites chez lui. Bonjour à tous, donc c'est Jean-Michel Gonzalez. Donc, je suis dans le groupe Eureden depuis 2009, ex-Dossi, devenu Eureden depuis 1 an maintenant. Donc, j'étais embauché en tant que développeur, donc je faisais du développement S400, puis plus tard JDE. Et puis, depuis 4-5 ans, je suis consultant fonctionnel. Donc, alors, c'est pas moi, on n'a pas mis le contrat TMA en place avec moi, mais avec la DSI du groupe Eureden. Et cette mise en place-là a fait suite au développement d'un ERP sur la branche œuf en 2014. Donc, le déploiement a eu lieu en 2014 et en 2015, le contrat a été mis en place suite à un appel d'offres. On a mis ce contrat en place pour 2 raisons. C'est pour tout ce qui était maintenance corrective et évolutive, parce qu'on a eu beaucoup de demandes d'évolution suite à la mise en place de l'ERP. Et puis aussi pour permettre aux équipes en interne de monter en compétences, parce qu'on a été formé à JDE juste pour le projet. On n'était pas des experts JDE avant le démarrage de ce projet-là. Donc pour mettre en place la TMA, on a dû adapter un petit peu l'organisation. Pourquoi? Parce que quand on dit TMA, on pense à moins de fluidité. Effectivement, quand on a des gens qui sont sur des sites différents, distants, c'est plus compliqué de communiquer. Donc on a adapté notre organisation pour conserver cette fluidité. Et pour faire ça, on a créé des pilotes à la DSI en interne, qui étaient l'interlocuteur de la TMA. On n'a pas voulu avoir différents interlocuteurs. Donc, on a plusieurs pilotes, suivant les modules, suivant les outils, qui communiquent avec la TMA. Et pour ça aussi, on a dû mettre en place un outil de workflow, de communication, pour pouvoir passer nos demandes dans la TMA, et la TMA nous répondait via cet outil-là. Nous, en l'occurrence, on a pris Redmine, qui est notre outil en interne, mais on aurait pu prendre l'outil Jira, qui est celui utilisé par BeWorkshop. C'est très important de revoir l'organisation, parce qu'il faut vraiment passer du temps pour
pour échanger avec la TMA. Il faut bien exprimer le besoin, il faut bien suivre les développements et les retours faits par la TMA. Pardon. Donc aujourd'hui, on continue depuis 5 ans à travailler avec B-Workshop sur la TMA. Je crois qu'on a regardé d'autres TMA pour voir et on s'est rendu compte que finalement, on souhaitait continuer avec B-Workshop, qui nous a très bien accompagnés depuis 5 ans, par l'expertise, par la réactivité. L'avantage de travailler avec une TMA, comme le disait Elodie, c'est de pouvoir... c'est une variable d'ajustement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre procédé, c'est lorsqu'on a une demande d'évolution, on regarde en interne si on a la disponibilité, si on a les compétences, et si ce n'est pas le cas, dans ce cas-là, on crée une demande à la TMA. Ça nous permet de toujours assurer la continuité de service pour les utilisateurs et ne pas être bloqué si on n'a pas les dispos ou si on n'a pas les compétences nécessaires. En termes de pilotage, alors nous, on fait effectivement un comité de suivi tous les mois où on fait un point budgétaire en première partie. Et ensuite, on balaye toutes les demandes qui sont en cours, qui sont ouvertes, pour les faire avancer, pour voir les points de blocage et se répartir les tâches. Le pilotage est complètement assuré par B-Workshop. C'est eux qui nous préparent les supports. C'est eux alors, il est co-animé avec la DSI par le pilote opérationnel, mais il est préparé par B-Workshop. Donc, et dans ce comité de pilotage, justement, on évoque les axes d'amélioration quand on se rend compte qu'il y a des choses qui marchent plus ou moins bien. Parce que c'est vrai que travailler à distance, c'est pas toujours très simple. Contrairement en interne, où là, on est assis à côté du développeur pour lui passer toutes les consignes. Donc voilà, on essaie d'améliorer ça. Et c'est un point qui est... ce pilotage-là, c'est un rendez-vous qui est incontournable et qui est nécessaire. Alors, les petits points de vigilance, c'est ce que j'évoquais, c'est vraiment, il faut avoir des interlocuteurs dédiés. Donc, nous, on a un interlocuteur DSI qui communique avec un interlocuteur TMA, ce qui n'empêche pas, en cas de disponibilité de l'un ou de l'autre, que d'autres personnes puissent intervenir directement. On exclut juste les clients. On ne souhaite pas que les clients communiquent en direct avec la TMA. Mais si moi, je ne suis pas disponible, que quelqu'un d'autre, Nadia, qui je sais qui nous écoute, peut très bien échanger en direct avec la TMA. Ou alors, que ce soit Damien, notre interlocuteur dédié, ou alors Emmanuel. Enfin, il y a toujours une continuité de service. Le deuxième point de vigilance, c'est qu'il faut bien exprimer le besoin. C'est-à-dire que quand on a une demande à faire, il faut bien la décrire, la définir. Ça peut éviter des allers-retours. Et toujours pareil, la distance fait qu'on ne peut pas montrer forcément toujours sur les écrans ou ce genre de choses. Donc, il faut bien être précis dans l'expression des besoins. Nous, on va remédier à ça avec ces problèmes d'incompréhension par des appels à chaque fois qu'on fait une demande pour être sûr que la demande est bien comprise et bien formulée. Et ensuite, c'est la disponibilité de la DSI. Parce qu'on a besoin, nous, d'être disponible, notamment pour tout ce qui est retour de développement. La DSI, son rôle est de valider, en fait, de qualifier, de faire une qualification des livrables, de faire une pré-recette avant de donner ça à recéter au métier. Donc ça demande pas mal de temps. Et nous, on se rend compte que c'est ce qui, aujourd'hui, nous pénalise un peu, c'est la disponibilité de nos équipes DSI pour faire la recette et pour faire avancer plus rapidement les sujets. Donc, en termes de relations, on parlait de relations fournisseurs-clients. Nous, on est sur une relation plutôt de partenariat, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça fait 5 ans qu'on travaille ensemble. Ça fait 5 ans qu'on se connaît. Ça se passe plutôt bien. On a chacun, entre guillemets, des droits et des devoirs. Donc, ça se passe vraiment très bien. Nous, on continue. Pourquoi on continue une TMA alors que depuis 5 ans, on aurait pu tout prendre en interne? C'est parce qu'on n'est pas dans une politique d'embauche. Donc, on a besoin d'avoir du complément, des renforts, tout simplement. On a une expertise fonctionnelle qu'on n'a pas toujours en interne, même si on progresse, il manque toujours de l'expertise. Et là, on fait appel à B-Workshop justement pour cette expertise-là, à la fois fonctionnelle, mais aussi technique. Parce qu'en interne, on est très, on va dire, on se débrouille plutôt très bien sur tout ce qui est développement de batch. Bon, alors, je parle de J2, évidemment, mais tout ce qui est autour, aujourd'hui, on n'a pas l'expertise en interne, donc on fait appel à B-Workshop. Ensuite, c'est vrai qu'en termes d'engagement et de réactivité, on a été très étonné et très satisfait de voir qu'on avait toujours quelqu'un au bout du fil. Quand on appelait, on avait toujours quelqu'un
quelle que soit l'heure, j'allais dire. Bon, on évite d'appeler la nuit, évidemment, mais c'est vrai qu'on a appelé des fois tard parce qu'on avait des usines qui étaient bloquées, parce qu'on a des usines qui travaillent en continuité, et on a toujours eu quelqu'un qui nous a répondu ou rappelé dans la foulée. Donc c'est vrai que cet engagement et cette réactivité-là, c'est quelque chose qui renforce notre partenariat et qui nous permet d'avoir une satisfaction assez importante. Le contact client dédié, c'est ce dont je parlais au niveau des intervenants, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à la DSI, nous avons 2 contacts qui peuvent communiquer avec BeWorkshop, et côté BeWorkshop, nous avons 1 ou 2 contacts. Et ce contact dédié, ça permet de bien nous connaître et de ne pas perdre du temps en explication, à réexpliquer le contexte, à réexpliquer le projet, etc. Parce qu'on tombe toujours sur la même personne, et ça, c'est très, très agréable de ne pas avoir à chaque fois apprendre à se connaître et apprendre à décrire le contexte. Sachant que, comme je disais, si la personne n'est pas dispo, ben, il y a d'autres contacts qui, même s'ils connaissent un peu moins le sujet, un peu moins notre métier, qui peuvent répondre à la demande. On n'a pas de rupture en fait de service. Et quand je parle, et la dernière chose dont je voulais évoquer, c'est le professionnalisme. Aujourd'hui, on le voit, quand on a des comités de suivi, des comités de pilotage, on voit au niveau des livrables, c'est très très carré, c'est très professionnel, c'est un rendu qui est, on apprend beaucoup en même temps de BeWorkshop sur cette partie-là, pilotage essentiellement. Voilà, et pour finir, je veux dire, c'est vrai que c'est rassurant d'avoir un partenaire qui peut nous dépanner si on est bloqué, que ce soit d'un point de vue technique, fonctionnel, ou même quand un camion est bloqué, ben, c'est vrai que de savoir qu'on peut s'appuyer sur eux pour nous dépanner, c'est très très rassurant, et ça nous permet de travailler, nous, avec une grande sérénité. Donc voilà, pour finir, j'espère qu'on va continuer longtemps à travailler avec ce partenaire et qu'on va encore pouvoir s'améliorer et être au top au niveau du service client. Parce que l'objectif premier, c'est de rendre le service aux clients et ce que sont nos usines et nos magasins. Voilà, c'était pour moi. Merci beaucoup, Jean-Michel. Je vous en prie. Donc là, je vais plus parler de notre TMA chez BeWorkshop, mais je pense que d'autres TMA travaillent de la même manière. C'est surtout comment on arrive à fidéliser justement des clients comme Aureden. Les besoins changent chez eux, et depuis, ça fait pourtant 5 ans qu'on est leur TMA. Donc en fait, on s'adapte aux besoins du client au fur et à mesure. Donc déjà, on s'adapte au niveau, et chaque TMA peut être défini dès le début, il faut s'adapter au niveau expertise. Donc de quoi le client a besoin. Est-ce qu'il a besoin d'une TMA pour le niveau 1, son niveau 2 ou son niveau 3? Donc le niveau 1, ça va être toutes les demandes de support et les incidents qui sont assez simples à résoudre, où il suffit de suivre une procédure. Donc ça, souvent, les grosses structures, c'est déjà quelque chose qu'elles externalisent, pas forcément à une TMA. Ça peut être aussi à n'importe quel prestataire qu'ils ont déjà en interne pour l'infrastructure, puisqu'il n'y a pas besoin de connaître l'application, il suffit de suivre la procédure. Après, il y a tout ce qui est niveau 2, où là, il y a besoin d'un peu plus de connaissances. Il y a un analyste qui va devoir regarder lequel est le problème et aider l'utilisateur à le résoudre. Donc, en général, la demande, elle vient soit du niveau 2, soit de quelqu'un qui a déjà centralisé le key user ou la DSI et qui envoie à son prestataire externe la demande niveau 2. Et après, il y a les niveaux 3. Alors là, il faut carrément un expert dans le domaine pour pouvoir résoudre le problème ou travailler sur l'évolution. Donc, chez BeWorkshop, on a un peu tous les cas de figure. On a des clients qui demandent les 3 niveaux et d'autres qui demandent que les niveaux 2 ou 3, ou certains qui ont que les niveaux 3. Donc, par exemple, avec notre plus gros client actuel à la TMA, on a créé le niveau 1. Au début, ce n'est pas quelque chose qu'on faisait, du support niveau 1, mais suite à sa demande, on s'est réorganisé chez BeWorkshop, aussi bien au niveau horaire, parce que pour le niveau 1, il faut des horaires un peu plus élargis, que niveau connaissance, puisque comme on l'a vu, niveau 1, il n'y a pas forcément besoin de connaître beaucoup, donc on a recruté quelques personnes où on demandait à des profils plus jeunes de travailler pour faire aussi le niveau 1. Donc, on faisait les niveaux 1, 2 et 3 pour ce client-là. Donc, c'est documentation, des process, etc.
Et cette année, enfin l'année dernière, 2020, ils ont décidé de passer le niveau 2019, pardon. Ils ont décidé de passer, non 2020, ils ont décidé de repasser le niveau 1 en interne, donc à leur helpdesk qui était déjà externalisé. Donc ça s'est fait très en douceur, hein, puisqu'on avait tous les documents prêts. Et régulièrement, maintenant, on essaye de trouver des nouveaux sujets qui peuvent être documentés et repasser à leur niveau 1. Donc après, on a aussi un client, lui, ses demandes, ça fluctue, mais même pas tous les ans, c'est tous les mois. Suite à la crise sanitaire, les projets s'étaient arrêtés chez lui. Donc il a décidé de reprendre tout le support en interne. Donc il ne nous passait plus que des niveaux 3 où il fallait un certain niveau d'expertise. Maintenant, les projets recommencent petit à petit à se remettre en route. Donc, ils nous passent du niveau 2 quand les équipes en interne n'ont pas le temps de les résoudre pour absorber les pics de charge. Et on l'a vu pendant les congés de Noël, toutes ces équipes étaient en vacances. Donc, il nous a demandé de faire le niveau 1 et de répondre directement à ces utilisateurs finaux depuis leur outil de ticketing. Donc, voilà, c'est vraiment s'adapter, nous, chez B-Workshop, en interne pour les besoins du client. Et après, il y a aussi toute une phase pour nos clients les plus anciens. Petit à petit, comme je le disais tout à l'heure, il y a de moins en moins de demandes. Hein, puis c'est normal d'avoir moins de tickets s'il n'y a pas de nouvelles implémentations. Le nombre d'incidents diminue puisque on est censé avoir travaillé sur l'amélioration continue, donc d'avoir cherché les routes causes pour diminuer le nombre d'incidents récurrents. Et aussi les demandes de support qui diminuent puisque les utilisateurs apprennent à faire. À chaque fois, on essaye de les former. Vous avez le problème parce que il faut aller là, etc. Donc, petit à petit, il y a de moins en moins de demandes de support si la solution est stable. Donc, des clients avec qui on avait commencé en niveau 2 et 3, naturellement, ça devient que du niveau 3. Donc, ça, c'est pour tout ce qui est sur-mesure niveau expertise. Après, il y a du sur-mesure aussi au niveau du scope. Quel est le domaine qu'on va supporter? Donc, est-ce que ça va être du fonctionnel? Et si oui, si c'est fonctionnel, est-ce que c'est tout domaine? On a un client chez qui on a démarré en septembre qui, pour l'instant, nous passe que des tickets sur la manuf et la valorisation. Ils gardent en interne tout ce qui est supply et finance parce qu'ils ont plus de ressources là pour répondre aux utilisateurs. Et il y a aussi tout le support technique. Donc là, c'est très intéressant pour les clients d'avoir un prestataire pour leur support technique. Par exemple, pour les développeurs, car c'est une compétence chère à garder et à maintenir en interne, d'autant plus que la charge de travail n'est pas constante. Souvent, il n'y a pas d'évolution et tout d'un coup, tout tombe d'un coup, tandis que le prestataire, lui, va avoir accès à beaucoup plus de développeurs et peut faire les développements en parallèle. Et il y a aussi technique, nous on propose un support technique CNC, donc c'est un terme typique JDE, c'est l'architecte JDE, donc c'est vraiment une expertise niveau 3, c'est critique 24 heures sur 24, donc il y a tout intérêt pour le client d'avoir accès à cette expertise. On a des clients qui nous font que des demandes exclusivement de développement. Toute la compétence applicative, ils l'ont en interne. Ils arrivent avec leurs spécifications et ils ont juste besoin d'un développeur et d'un analyste pour faire les premiers tests. Mais sinon, les formats les plus répandus, c'est de donner à la TMA le niveau 2 et 3, puisque là, le client a l'avantage de pouvoir donner à sa TMA à chaque fois qu'il y a trop d'activité. Donc, c'est la TMA qui absorbe les pics de charge. Et s'il ne connaît pas, ça passe directement au niveau 3. En général, c'est tout domaine, mais les demandes qui font appel à un développement, les clients nous demandent à ce qu'il y ait un chiffrage avant et que ce soit validé avant le début du travail. Ce qu'il est important de dire, c'est pas parce que un client va passer ses développements ou ses problèmes niveau 2 ou 3 à un prestataire externe qu'il perd de la connaissance. Comme je l'ai dit au début, comme Jean-Michel l'a bien redit, c'est vraiment un partenariat entre le client et le prestataire.
la DSI est informée de tout. On ne va pas commencer quelque chose si le développement n'est pas validé par la DSI. Les spécifications devront être validées, les tests devront être faits aussi par le client, même si évidemment le prestataire va en faire quelques-uns. Et les communications en interne doivent être faites par le client. Donc, le savoir-faire du client, c'est son cœur de métier, pas comment faire un développement ou comment résoudre un problème. Et en plus, pour tout ce qui est demande de support et anomalie, le client a accès à tous les détails de résolution. On partage tout, donc s'il veut, il peut aller voir et il pourra résoudre la prochaine fois. Donc, où c'est intéressant pour les clients hein, d'avoir cette flexibilité de périmètre et de domaine, le plus intéressant, c'est si ça se voit aussi sur la facture. Donc, c'est pour ça que chez nous, on propose toujours une TMA en régie. Donc, ça veut dire que chaque heure est facturée, mais c'est tout. Si on ne travaille pas pendant le mois, la facture est quasi nulle à la fin du mois. Donc voilà, ça c'est ce qui est préconisé. Ce qu'on a commencé à faire pour les petits clients, surtout NetSuite, qui ont un périmètre réduit et des besoins ponctuels, c'est un système de forfait avec un carnet de tickets. Tous les mois, le montant du forfait est le même, mais ils ont un nombre de tickets à pas dépasser par mois ou par année. Et ça, c'est calculé et décompté à chaque fois. Donc, ça permet pour eux de savoir qu'en cas de question et en cas de problème, ils ont quelqu'un sur qui compter. Mais voilà, c'est des petites structures avec pas forcément une DSI de système informatique. Il y aura beaucoup moins de pilotage. Et c'est un modèle qui leur va mieux. Donc voilà pour la partie à la mesure. Donc, vu qu'une grosse partie, c'est justement de s'adapter en fonction des besoins qui changent tout le temps, comment nous, chez BioWorkshop, à la TMA, on arrive à avoir un plateau qui reste toujours le même, mais qui travaille avec ces fluctuations. Donc, je vais vous présenter rapidement comment on fait. Donc, ça fait à peu près 5 ans, un peu plus de 5 ans qu'on a la TMA chez BioWorkshop. Il y a 9 personnes qui sont dédiées à la TMA. Donc, ils sont d'abord analystes TMA avant tout. Et on fait le support pour 15 clients JDE pour le moment et 4 clients NetSuite. Donc, si jamais il y a trop de demandes urgentes d'un coup, on va aller demander à notre base de consultants. Il y a un peu plus de 20 consultants JDE et NetSuite. Ils savent que tous les problèmes de production, ça passe avant leur projet. Donc, ils vont forcément lâcher ce qu'ils ont à faire et nous aider. Donc, ça, c'est s'il y a besoin, s'il y a un pic de charge de notre côté, sachant qu'on est quand même 9 sur le plateau. Et après, justement, pour toutes ces normalement, hein, on n'est pas staffé à 100% tout le temps. Chaque personne a d'autres sujets à faire à côté, en interne. Donc, c'est des projets de R&D, de développement ou d'autres projets pour le client, mais avec des dates un peu plus éloignées. Donc, chaque personne, quand il a le temps en dehors des sujets TMA, va travailler. Donc, par exemple, si on prend Annick, elle est notre contact offre FEC chez BioWorkshop. C'est elle qui avait développé le FEC. Et maintenant, elle a le rôle de chef de projet pour l'installer chez les clients qui sont intéressés par cette offre. Donc, chaque analyste travaille sur les offres BioWorkshop. Donc, on a un analyste qui va se connaître en SKR, en sécurité all-out, en DAS pour Reports Now, d'autres qui peuvent faire des développements s'il y a besoin. Donc, voilà, toute l'idée est de donner des tâches annexes à faire par l'équipe quand justement il y a moins de demandes clients parce qu'ils n'en ont pas besoin. Donc, je vais passer la parole à Amine qui est sur notre plateau TMA depuis un peu plus d'1 an et qui va vous présenter une journée type et illustrer comment on jongle entre les différentes activités. Très bien. Bonjour à tous. Donc Amine Bichaï, consultant JD Edwards depuis 2010 et ingénieur de maintenance chez BioWorkshop depuis 2019. Donc, en plus du consulting JDE, je suis référent sécurité et reporting. La sécurité en partenariat avec All Out et le reporting avec Reports Now. Et je vais vous présenter une journée type à la TMA. Donc, en arrivant, la première chose à faire, c'est
vérifier donc les tickets qui me sont assignés, savoir si j'ai eu des retours depuis la veille. On a aussi à disposition un dashboard sur notre outil de ticketing qui est Jira, qui nous permet de voir si on a des tickets non assignés. Donc, on va pouvoir se les assigner. Donc, chaque ingénieur de maintenance a accès à ce dashboard et va pouvoir s'assigner des tickets en fonction de la criticité et de la charge de travail. Donc, un peu plus tard dans la journée, ayant traité mes sujets, renvoyer la balle chez certains clients pour avoir un complément d'information ou une validation, je vais pouvoir passer sur d'autres sujets connexes à la TMA. Je vais pouvoir travailler sur des projets de sécurité ou de reporting. À 11h30, régulièrement, on a des points TMA. Donc, c'est des points équipe avec tous les ingénieurs de maintenance de la TMA. Donc, pour faire un point sur les tickets qui auraient pu arriver entre-temps, se les assigner, discuter autour des points de blocage que pourrait rencontrer n'importe quelle agence sur n'importe quel ticket ou n'importe quel domaine. Donc voilà, à l'issue de chacun de ces points, plus aucun sujet n'est non assigné. Tous les sujets sont assignés. Un peu plus tard dans la journée, je peux avoir prévu un call avec un client donc pour échanger autour d'un sujet. Alors ces calls peuvent être sous le format d'un appel téléphonique ou d'un call sur Teams avec partage d'écran afin de pouvoir lever tous les points de blocage que l'on pourrait avoir lors du traitement des tickets. Je peux être amené au cours de la journée à préparer des formations. Alors là, j'ai mis formation ReportsNow en exemple, mais ça peut être des formations aussi JDE. Donc les formations sont pour les collègues du workshop, mais ça peut être aussi des formations pour les clients, donc pour permettre de les rendre plus autonomes sur des anomalies récurrentes. Tout au long de la journée, donc, je peux avoir des retours de clients sur les tickets en cours. De toute manière, c'est un fil rouge tout au long de la journée, c'est-à-dire que l'activité de support est l'activité primordiale. Ça prime sur toutes les autres activités qu'il pourrait y avoir à côté, donc du projet ou de la formation. Et on a un canal dédié, donc chaque ingénieur de maintenance, donc comme le disait Jean-Michel, les clients ont un interlocuteur privilégié à la TMA. Et donc, ce qui permet d'être beaucoup plus réactif en cas d'incident critique qui arriverait. Et donc, tout au long de la journée, si on a une alerte, on laisse tous les projets que l'on a de côté, la production étant prioritaire sur tous les autres sujets. Là, à 17h, je vais préparer un comité de suivi donc pour le client dont je suis le contact privilégié, pour préparer le comité de suivi du lendemain, pour analyser l'encours de tickets, voir les tickets qui bloquent, ou prendre en compte toute question ou toute demande du client. En fin de journée, il faut bien que je me note de mettre à jour les temps passés dans notre outil c'est Fitnet, afin de faciliter la facturation, tout simplement.
Ok, super. Parce que comme on l'a dit, le format préféré de contrat, hein, aussi bien pour le client que pour nous, c'est de facturer chaque heure passée. Donc à la fin de la journée, l'analyste met exactement combien de temps il a passé sur chaque ticket pour que le client ait la vraie facture qui soit alignée avec le réel. Donc, pour conclure, tous les points qu'on a vus aujourd'hui, hein, c'est qu'il y a vraiment autant de modèles TMA que de clients. Il n'y a pas une TMA, il y a un client, une TMA. Le modèle varie aussi au fil du temps. Hein. Ce n'est pas parce qu'on commence avec un certain périmètre et des certains domaines que ça ne peut pas changer. Et la TMA dispose de tous les moyens nécessaires, aussi bien les ressources que les outils. Donc, on a peu parlé des outils, mais on a nos outils à disponibilité. On s'adapte aux besoins changeants des clients. Donc, nous, on a fini pour la présentation. On peut passer à la partie questions. Je ne sais pas si des personnes ont des questions. J'espère. Ah, mince, j'espère que c'était clair. Nadia, je ne sais pas si tu es toujours là. Je ne sais pas si tu veux compléter un petit peu le témoignage de Jean-Michel, maintenant que tu es passé plutôt côté métier. Peut-être que ta vision a changé ou… je sais pas. Je crois que Nadia est partie, elle avait un rendez-vous, elle m'a prévenu par chat qu'elle partait. Ah ok, d'accord. Ouais. Nadia, elle n'est pas à côté métier, elle n'est plus côté métier, je vais répondre un petit peu, mais elle est revenue à la DSI, et c'est vrai qu'à un moment donné, elle était côté métier. Elle était détachée au métier pendant 3 ans, et elle pouvait communiquer en direct. C'était une des rares qui pouvait communiquer en direct à BeWorkshop dans le cadre de l'assistance. Ce qu'on appelle l'assistance, c'est des demandes d'accompagnement sur des modules JDE qu'on ne connaît pas forcément, ou des fonctionnalités. Ouais. Et j'ai vu aussi qu'on avait Fabien avec nous, je ne sais pas. Donc Fabien ne connaît pas encore nos services de TMA, mais on travaille ensemble plus en mode projet. Je ne sais pas si ça t'a apporté des réponses, si tu as des questions. Bonjour à tous. J'ai pas forcément de questions complémentaires. Non, c'était pour voir un petit peu ce que vous pouviez présenter là-dessus. On en a déjà parlé ensemble. Hein. On va voir après notre projet. A priori, on va travailler encore ensemble. Donc voilà, c'était vraiment pour avoir une petite présentation générale. Très bien, merci. Bonjour à tous. Pierre Desconclois, je travaille chez Seva Santé Animale. Moi, j'aurais une petite question. Concernant, j'aimerais savoir quel était votre point de vue sur la manière de challenger la TMA sur tout ce qui est SLA. Je suppose que la question s'adresse à moi, pour le coup. Peut-être. Oui. Donc, justement, là où on a effectivement, tous les mois, nous, le ticket, si vous voulez, à partir du moment où on crée un ticket, on appelle ça un ticket, mais peu importe, une demande à la TMA, dans l'heure qui suit, il est pris. S'il n'est pas pris, il y a des. Donc, on fait pas. Ça, on le récapitule pas en comité de suivi, parce qu'on se concentre sur le opérationnel, mais on le fait au niveau des comités de pilotage, j'en ai pas parlé. Et donc, on analyse le taux de service et on était autour d'un taux de service à 98%, je pense. D'accord. Mais dans une période de flux tendu comme ça peut l'être actuellement, par exemple, en clôture annuelle, où sans doute, certainement, la TMA est grandement sollicitée par toutes les filiales qu'il peut y avoir dans chaque société. Alors, je ne sais pas de quelle société vous venez tous, mais comment vous pouvez assurer qu'un délai de prise en charge est fait en moins d'1 heure, ou alors ça dépend ce qui a été instauré, hein, ce qui a été contractualisé, ça on est bien d'accord. Mais comment vous faites pour augmenter peut-être vos ressources pour répondre à ces SLA, ou en général vos clients, quels sont les SLA qu'ils vont mettre en place et comment ils arrivent à vous challenger ou à vous pénaliser? Alors, je ne voulais pas forcément utiliser ce mot-là, mais c'est vrai qu'on entend souvent parler de pénalité en cas de SLA non respecté. Voilà, c'est ma question. Je voulais savoir comment vous pouviez garantir
une prise en charge qui respecte les SLA? Alors, bonjour. Je vais prendre la question aussi. Je suis responsable TMA, comme l'a dit Rachel. Donc, moi, je suis chef de projet sur l'équipe. Donc, même si chaque personne est référent client, donc le client peut l'appeler personnellement si jamais il y a vraiment un problème bloquant. Enfin, on voit qu'en réalité, quand c'est vraiment bloquant, les clients prennent le téléphone. Sinon, on a aussi le canal normal. Le ticket est créé donc dans notre outil qu'on appelle Jira. Et moi, je me charge de vraiment réceptionner chaque outil. J'y vais 2, 3, 4 fois par heure. On vérifie. Et donc, le délai de prise en compte, c'est le délai à partir de quelqu'un a vu la demande qui est arrivée. Donc, soit votre contact TMA, soit moi ou chef de projet, ou n'importe quel analyste. Les analystes vérifient aussi régulièrement. Et donc, le délai de prise en compte, c'est on a vu le problème et on a pu le prioriser. Donc, si c'est urgent, on va tout de suite demander à quelqu'un de le regarder. Donc, la personne va abandonner ce qu'elle a peut-être de moins urgent. Comme disait Amine, on se parle régulièrement dans l'équipe, aussi bien physiquement que sur notre chat. Donc, on va tout de suite dire, il y a 3 personnes finance, 3 personnes supply. C'est un ticket supply, c'est urgent. Est-ce que quelqu'un a quelque chose qui peut laisser de compter et prendre ça d'abord? Donc, il y a toute cette partie-là. Et après, ça va être vraiment un jongler entre la priorisation des tickets. Ce qu'on avait mis en place, par exemple, pour les congés de Noël, où on ne va pas se le cacher, il y avait aussi moins de monde chez nous. On avait bien demandé aux clients qu'est-ce qu'ils s'attendaient comme niveau de service. C'était vraiment, si j'ai un ticket, je vais vérifier que c'est vraiment urgent. Parce que des fois, un utilisateur va dire c'est très urgent et en fait, c'est que lui, il y a une solution de contournement qu'on peut faire. Donc voilà. Mais tout ce qui est urgent, on va s'atteler à proposer au moins donc prise en compte 1 heure, solution de contournement, 2-3 heures après, vous avez une solution de contournement. Ça, c'est pour les priorités 1 et les SLA sont les mêmes pour tous les clients. Et c'est dans le contrat. Donc ça, on les calcule. Alors, suivant les besoins du client, ça peut être au moment des comités de pilotage tous les ans, ça peut être tous les trimestres, mais c'est des données qu'on donne. On travaille aussi beaucoup sur le feeling. Enfin, il y a si on était très cartésien, on dirait cette demande, c'est du niveau 3, on la met dans une semaine. Non, peut-être que c'est du niveau 3, mais le client en a besoin dans 3 jours, donc on va quand même la faire. Enfin, c'est beaucoup de discussions, c'est beaucoup une relation avec le client. C'est plus que juste des SLA. Enfin, je pense que Michel pourra vous le dire. On parle aussi beaucoup. On dit ça, je suis désolée, mais j'en ai vraiment besoin là. Alors que si on était bête et méchant et qu'on suivait, on dirait non, on a 2 jours pour vous répondre. Et juste pour compléter, Elodie, je dirais aussi que par rapport aux problématiques de clôture que Jean-Michel connaît moins parce qu'il n'y a pas forcément de ticket finance chez SECAB. Mais plus, quand les périodes de clôture arrivent, on sait aussi qu'on peut s'appuyer éventuellement en cas de gros rush sur les équipes de consultants, parce qu'effectivement, il y a une équipe d'ingénieurs de maintenance dédiés, mais il y a aussi To Be Workshop derrière. Donc déjà ça, et puis on anticipe aussi, on essaye d'éviter de faire de la clôture une période de pic, même si dans les faits, ça reste inévitable, mais on accompagne aussi nos clients sur la durée et on a un service au sein de la TMA qui consiste aussi à aider nos clients à analyser et traiter leurs états d'intégrité. Et on peut faire des contrôles récurrents à votre place ou vous aider à les mettre en place, ce qui permet aussi d'éviter d'avoir des surprises à la clôture. Et donc, on fait tout cet accompagnement aussi d'amélioration continue et de problème management. Et donc, du coup, en fait, on le voit, le pic de la clôture, mais il n'est pas non plus énorme par rapport à ce qu'on pourrait attendre avec un plateau d'une quinzaine de clients. Oui, c'est vrai. L'exemple concret, on l'a aussi, donc il y a les rapports d'intégrité et il y a aussi notre client Sequence. On avait fait ça 3 mois de suite et depuis, on n'a presque plus de tickets. On se faisait un petit call le matin de 15 minutes donc avec un analyste TMA où justement, juste avant la fin du mois, il listait les problèmes qui étaient liés à la fin du mois, comme ça on pouvait prioriser. Et on faisait ça la semaine de clôture. C'est ça, quelques jours avant, quelques jours après, on organisait un call et on passait en revue des requêtes de contrôle. Oui, ok. Ouais, je vois tout à fait de quoi vous parlez. Discuter donc de ce qui ressortait de ces requêtes de contrôle, mais pas uniquement. Il pouvait y avoir une demande qui semblait anodine de la part du client, mais voilà, on
on la prend en compte, on va la traiter et il se peut que ce soit un problème qui aurait pu engendrer potentiellement d'autres soucis à la clôture. Donc, et donc ça, on a fait ça pendant peut-être 3-4 mois. Et depuis, ça se passe très bien. Les personnes savent faire les vérifications eux-mêmes. Et c'est vrai qu'on ne voit pas tant que ça le pic de fin de okay. Bon, ça me rassure parce que vous avez les mêmes méthodes que celles qu'on utilise. Malgré tout, on est quand même sous l'eau. Mais voilà, on est là, je peux aider. Hein. Ah, mais on vous avait déjà challengé, malheureusement, vous n'avez pas été pris ensuite, malheureusement, mais je me dis que si vous aviez été pris, vous auriez vu la période dans laquelle on était et vous auriez compris que c'était pas si évident que ça. C'est effectivement sur le concept, c'est intéressant, mais je voulais quand même avoir votre point de vue là-dessus et ça me permet de me conforter dans notre manière de procéder. Mais c'est très bien. Merci, vous avez répondu à ma question. Et alors, par contre, je me permets, sauf s'il y a quelqu'un d'autre qui veut poser une question, je veux pas monopoliser la. Ouais, allez-y. Vous me parlez de Jira, donc que ça, c'est votre outil de ticketing à vous. Donc, je suppose que les clients que vous avez n'ont pas forcément Jira. Quelle est votre méthode pour interfacer l'outil ticketing du client avec Jira? Alors, pour le moment, c'est manuel, mais là, on a un client qui utilise Fresh Service. Donc là, on a lancé le travail pour faire une interface entre Fresh Service et Jira. Et on a aussi d'autres clients, plusieurs, qui utilisent Snow, ServiceNow. Donc, on va regarder aussi à l'interface. Mais pour le moment, il y a une boîte mail pour tous les clients, tous les emails, toutes les notifications de ces outils dans la boîte mail, et une personne est chargée de regarder et de mettre à jour notre Jira pour tous les clients. Ah, alors justement, moi je pensais utiliser ça, mais c'était l'automatisation, peut-être récupérer le XML d'un email qui arrive dans cette boîte mail commune et potentiellement faire une interface automatique. Je ne sais pas si c'est faisable ça. Vous avez quel outil en interne? Nous, on vient de basculer sur Ivanti. Alors potentiellement, c'est peut-être corrélable avec, je ne sais pas si ça se dit. Avec Jira, mais je pense qu'on va pour l'instant opter par la solution email pour commencer. C'est possible aussi. En tout cas, on est habitué à travailler avec les outils, les différents outils des clients. Ok, c'est tout pour moi. Merci beaucoup en tout cas pour votre présentation. Très clair. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, je pense que. Alors, j'en profite, j'ai juste oublié de vous dire en introduction qu'on je pense que vous avez vu, on a enregistré le webinaire. Si ça ne dérange personne, on le publiera sur notre chaîne YouTube, que je ne sais pas si vous suivez d'ailleurs, mais on vous invite à le faire. Et voilà, on mettra probablement le lien via LinkedIn, le canal par lequel vous avez probablement vu cet événement. Donc, si jamais ça pose problème à quelqu'un, vous pouvez nous le dire, pas forcément là tout de suite ou par mail, mais voilà. Sinon, on publiera le replay. Bon, ben voilà, je vous propose de clôturer, sauf si Jean-Michel, tu voulais ajouter un mot de la fin ou est-ce que tu nous as tout dit? Non, c'est vrai que voilà, donc on continue comme ça. Effectivement, comme je disais, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de compliments, mais ce qui est bien, c'est que même quand ça marche, qu'il y a des choses qui ne marchent pas, on arrive à se parler et à améliorer les choses. Donc on a fait ça encore pas plus tard qu'il y a 2 jours, lors d'un comité de suivi. On a vu on dérapait sur certains livrables, et que ce soit côté DSI et côté Beavershop. Donc on a recadré, puis ça se passe très bien. Donc on a mis en place des nouvelles procédures pour, notamment en termes de livrables. Je vais échanger avec Elodie là-dessus, donc on a pu échanger et on va faire comme ça. Voilà, mais on s'améliore des 2 côtés, ça nous permet de nous améliorer des 2 côtés sur les livrables. Donc voilà, mais on continue. Puis voilà. Et effectivement, on a beaucoup de charges en ce moment, donc le volume a pas mal augmenté ces dernières semaines. Donc
en difficulté un peu des deux côtés, je pense, sur l'absorption des volumes. Même si c'est plutôt côté DSI où nous, on a un gros volume de choses en attente de traitement. Enfin, il faut prendre conscience que quand on travaille avec une TMA, ça va beaucoup plus vite en développement qu'après en recettage, en intégration. Donc, il faut vraiment des ressources côté DSI pour absorber la charge. Tout à fait. Eh ben, merci Jean-Michel, merci à tous. Merci à vous. Et puis, à bientôt. Au revoir.